Bonjour à tous, nous allons démarrer la conférence 3.0 en santé, le temps que notre intervenante Nathalie Rénal nous rejoint. Et pour commencer, je voudrais démarrer avec Loïc Vivier, dirigeant de Synergique, formateur, qui est à l'initiative de cette conférence en partenariat avec Atlantis, créateur du multiverse français. Et aujourd'hui, nous allons traiter des thèmes de l'innovation sociale et sanitaire. Comment est-ce qu'aujourd'hui les nouvelles technologies peuvent nous aider à relever les défis des enjeux de management de la santé, et comment est-ce qu'aujourd'hui également les industries culturelles et créatives et le théâtre peut être une réponse justement à tous les défis et les problématiques que nous rencontrons dans les différents établissements de santé en France. Loïc Vivier, bonjour. Alors, si Loïc n'est pas là, est-ce que Élodie ou Anne-Éléonore sont présents? Alors, pouvez-vous activer vos micros? Ah, Loïc Vivier ne semble pas présent. Anne-Éléonore, est-ce que tu es présente? Moi, je suis là. Alors, bonjour Anne-Éléonore. Je venais en fait d'introduire donc notre conférence 3.0 en santé au service de l'innovation sanitaire et sociale, organisée par Synergique. Et donc, je voudrais que tu te présentes. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Éléonore. Moi, je suis directrice de la communication externalisée à temps partagé. Et j'interviens auprès de Synergique pour des formations en communication interne, notamment. Merci beaucoup Anne-Éléonore. Donc, on va attendre les autres intervenants pour expliquer un petit peu au public, puisque Loïc Vivier n'est pas encore là. Je vais prendre l'initiative d'anticiper un petit peu ses réponses. L'idée était de vous présenter aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez utiliser les nouvelles technologies au service justement de vos employés pour interagir, pour votre communication, pour pouvoir aussi faciliter les échanges et trouver des façons ludiques aujourd'hui d'animer vos équipes. Donc, on va accueillir aussi Monsieur Julien Vagliarelli, qui a un parcours assez atypique, puisqu'il est formateur au cours Florent et utilise le théâtre au service justement du management. Donc, il a travaillé pour de grands groupes. Il est également enseignant. Donc, vous allez découvrir son parcours qui est assez étonnant. On aura aussi l'intervention de Nathalie Rénal. Nathalie Rénal, qui est une cadre de santé, qui a travaillé notamment pour l'Institut du cancer de Montpellier. Elle a été DRH également pour de grands groupes de santé, avant de se lancer aujourd'hui à son compte, et donc de prodiguer son expérience au service des établissements de santé. Et Loïc Vivier est donc le dirigeant de la société Synergique, qui est spécialisée sur tout ce qui est formation, avec une expertise justement dans le domaine de la santé et au-delà. Et donc, il va nous présenter aujourd'hui non seulement ce qu'il propose aux différents établissements de santé, mais également les solutions de formation qu'il propose pour que les équipes soient toujours performantes. Voilà, j'ai fait le tour. Et également, donc, le fondateur d'Atlantis, Cédric Grimaud, qui lui a créé le multiverse français dans lequel vous évoluez, qui est innovant. Donc, comme vous voyez, vous testez encore en direct la version 2 de ce multiverse, qui est en fait une façon immersive de présenter son entreprise. Donc là, aujourd'hui, dans le domaine de la santé,
par exemple, dans le domaine de la santé, on peut dédramatiser tout le parcours de santé. Et Loïc Vivier nous expliquera pourquoi est-ce qu'il a choisi Atlantis pour cette première conférence 3.0 et comment est-ce que vous, professionnels de santé, pouvez l'utiliser en interne ou auprès de vos partenaires. Alors, je me retourne pour savoir si nos intervenants nous ont rejoints. Bonjour. Voilà, ils sont arrivés. Bonjour Nathalie Rénal, bienvenue. Bonjour, désolée pour le contretemps technique. Non, au contraire, ce sont les aléas du direct. Nous, on est très contents de vous avoir avec nous. Au contraire, pour inaugurer cette première conférence 3.0, nous parlions de votre parcours de santé brillant et assez atypique de self-made woman dans la région. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Nathalie ? Bien sûr. Petite rectification, je ne suis pas cadre de santé, je ne suis pas soignante, mais en effet, pour le reste de la présentation, on était en face. J'ai fait des études d'économie à la fac de Montpellier, je voulais être prof à la fac. Et finalement, mon parcours, j'ai décidé de m'orienter vers le marché de l'emploi sans terminer ma carrière universitaire. J'ai été chargée de mission à l'Agence régionale de santé durant 11 ans, avant de prendre la direction d'une clinique à proximité de Montpellier pendant un peu moins de 3 ans. Et à la suite de ça, j'ai pris la direction des ressources humaines de l'Institut du cancer de Montpellier pendant un peu plus de 3 ans. Et en effet, désormais, j'ai décidé de mettre à profit cette expérience de 20 ans pour transmettre ce que j'ai appris durant cette période-là aux professionnels de santé prioritairement, en management, en ressources humaines et également en planification en santé. Super. Est-ce qu'entre-temps, Julien et Loïc nous ont rejoints ? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour Julien, bienvenue. Nous expliquions votre parcours assez incroyable, puisque vous avez vraiment plusieurs casquettes, notamment à la fois la casquette artistique, enseignant, formateur. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter justement votre parcours professionnel ? En quelques mots, j'ai un parcours une formation de juriste en droit social et des entreprises. Et puis, au cours de ma thèse, j'ai remporté un concours d'éloquence. On m'a dirigé un petit peu vers le théâtre et notamment les cours Florent. Et puis, j'ai intégré les cours Florent. Ça a été un coup de foudre. Et j'ai tout arrêté pour me lancer dans le théâtre, créer ma compagnie, commencer à écrire des textes, trouver des lieux pour jouer. Et puis, naturellement, l'envie de revenir vers la formation, puisque bon, en faisant la thèse, j'ai aussi destiné à avoir une carrière universitaire. Les choses sont revenues un petit peu vers moi naturellement, de former à partir de l'outil du théâtre les chefs d'entreprise, toutes les personnes qui sont amenées à prendre la parole en public, à travailler leur leadership, à communiquer au sein des cellules. Et puis j'ai rencontré Loïc et cette synergie justement entre les arts et puis les formations m'a attiré. J'ai eu envie de travailler avec lui et puis ses collaboratrices, Charline et Elodie, pour créer des formations qui sont à assonance santé. Donc la communication au sein de l'établissement et la communication au sein du service, et puis le management approprié par la communication, c'est-à-dire plus vers la gestion des conflits et le leadership. Voilà comment je suis arrivé ici. Merci beaucoup Julien, vous me permettez d'avoir une parfaite transition. Je reviens vers Nathalie. Justement, est-ce qu'on peut faire un état des lieux actuellement justement des problématiques de management en santé ? C'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement dans le cadre de votre fonction de DRH. Aujourd'hui, comment vont nos établissements et quel est l'état des lieux de nos professionnels de santé ? En effet, notre système de santé actuel, on peut dire qu'il est performant. On va commencer par les points positifs. Bonjour. Il est performant parce qu'il garantit un accès aux soins pour tous, déjà. Donc, c'est même bien sûr, même si je ne vais pas faire un exposé sur tous les éléments clés de performance de notre système de santé, mais déjà, celui-là est important. Nos personnels sont formés et ont des qualités techniques indéniables. Donc, ça aussi, c'est un point fort de notre système de santé. Et il garantit également une prise en charge de grande qualité pour les maladies graves aiguës comme les infarctus, les AVC, toutes ces maladies où il faut prendre en charge dans l'urgence. Donc, on peut dire qu'au moins pour ces 3 raisons-là, notre système de santé est performant.
Une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, d'une part en raison du déficit de la Sécu, bon, il faut être clair, on n'est pas là pour parler finances, mais on n'a pas trop le choix malgré tout. Et on a également des défaillances concernant la prise en charge des maladies chroniques, parce que notre système de santé est cloisonné entre d'un côté le sanitaire, de l'autre côté le médico-social, sans parler du social qui est le parent pauvre du système, avec du coup des ruptures de prise en charge pour nos patients. Il y a des pistes, bien sûr, qui sont mises en place par le ministère pour pallier à ça, avec des réflexions autour des parcours de prise en charge et de faire en sorte que le patient soit au centre de la prise en charge et que ce ne soit pas lui qui s'adapte à l'offre. On parle aussi du virage ambulatoire avec le développement depuis quelques années de la chirurgie ambulatoire. Ok, donc ça, c'est 2 raisons qui font que le système de santé va mal, mais notre sujet du jour n'est pas là. Notre sujet est aujourd'hui sur le management et surtout sur le personnel. Le personnel de nos établissements est lassé. Alors aujourd'hui, justement, quelles solutions concrètes, vous, par votre expérience, aujourd'hui, en tant que professionnel, vous pouvez proposer pour répondre justement à ces enjeux et ces problématiques? Alors, avant ça, avant de parler des solutions, je crois que c'est important qu'on parle des causes de cette lassitude. Évidemment, les causes sont multiples. Là, la cause qu'on a beaucoup avancée ces derniers temps, c'est le Covid. Le Covid qui a fait que nos personnels ont dû s'adapter jour après jour à des directives qui ont évolué. On a des contraintes organisationnelles et budgétaires qui sont liées à différentes réformes qui ont été mises en place. On a des personnels qui travaillent sur des horaires atypiques. On a des nouvelles générations qui ont des attentes bien différentes de celles du baby-boom notamment. Donc les causes de cette lassitude sont multiples mais sont réelles. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a une forte prévalence du stress, de l'anxiété. Les médecins ne sont pas épargnés, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou à ce qu'eux-mêmes pourraient croire parfois. On a un absentisme et un turnover important et de réelles difficultés de recrutement. Permettez-moi de rebondir, Nathalie. Ouais, je vous en prie. C'est très important. Est-ce que ces problématiques, elles étaient déjà présentes avant la pandémie, ou est-ce que simplement la pandémie a révélé quelque chose qui était une problématique qui était déjà existante? Elle était déjà existante. Ces constats-là, on les faisait déjà, mais la pandémie a exacerbé complètement des choses qui passaient avec des choses assez naturelles passées, des difficultés passées, pardon. Et là, le moindre couac prenait une ampleur pas possible après la pandémie. Au moment de la crise, du plus fort de la crise, en fait, les gens se sont ultra mobilisés et donc tout passé. Une fois que ça a duré dans le temps, c'est là que les crispations ont commencé à se révéler et être davantage plus fortes. Et donc, fort de ces constats, en effet, il paraît indispensable de santé, ils prennent soin de nos patients. C'est bon. C'est bon ? Oui, je vous avais perdu une petite seconde, mais c'est bon. Il est donc important de s'intéresser aux professionnels de santé et de prendre soin d'eux. Parce que ces personnels, ils prennent soin de nos patients et nous, notre rôle en tant que dirigeant ou en tant que manager, c'est de prendre soin de nos personnels. Alors, ce terme, il est très important quand vous dites prendre soin d'eux, dans toute la bienveillance que ça veut dire. Quand vous dites prendre soin d'eux, c'est-à-dire dans leur vie personnelle, dans leur bien-être, dans leur façon d'exercer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Développer, c'est ça. En fait, notre objectif, c'est bien sûr de les fidéliser, de les garder en poste, d'arriver à en attirer de nouveaux pour recruter. Et on sait également que ça a été prouvé par différentes études que la qualité de prise en charge de nos patients, elle est corrélée à la qualité de vie des personnels. Donc, c'est pour ça qu'il est important de prendre soin des personnels, pour ces 3 raisons-là principalement. Et on pense, nous, notre conviction, c'est de se dire, c'est de dire qu'en fait, prendre soin de l'encadrement
aura un effet sur le reste des collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse prioritairement au management d'équipe et on s'adresse à l'encadrement. Parce qu'ils se retrouvent et quelle solution? C'est-à-dire que quand on a envie de prendre soin justement de toutes ces équipes, est-ce qu'on peut le faire tout en répondant aux défis d'une bonne gestion de budget? Soyons clairs. Oui, tout à fait. En fait, notre façon d'aborder le management d'équipe, c'est un management participatif. C'est un management qui cherche à donner du sens à nos actions. Et en effet, notre action au quotidien, c'est de s'occuper et de prendre soin des patients. Mais bien sûr, il faut continuer à piloter l'activité. On a des objectifs qui nous sont fixés et on ne peut pas y déroger. En l'occurrence, on peut malgré tout faire ça en s'intéressant aux personnes et en essayant de développer nos collaborateurs tout en étant bienveillants et respectueux. Mais pour ça, il faut se rendre disponible vis-à-vis d'eux, trouver les moyens de prendre le temps pour de l'échange, de l'écoute, qui sont les valeurs indispensables à un management parce qu'en fait, le management traditionnel, qui était à la fois directif ou basé sur de la persuasion, il a fait son temps. Et il manquait à la fois de reconnaissance et de communication. Donc c'est ce vers quoi on pousse avec un management participatif, un management qui donne du sens et qui cherche à développer les personnes. D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, j'imagine deux pistes. Il y a certaines entreprises, par exemple, qui recrutent des personnes qui sont dédiées à justement ce qu'ils appellent les Chief Happiness Officers, qui sont dédiés au bien-être et au bonheur des employés. Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, des groupes de travail pour réfléchir justement ou repenser leur façon de travailler en interne? Quelle piste vous avez mis en place, par exemple, récemment pour répondre à ces problématiques-là? Alors, le Chief Happiness, moi, en tout cas, dans les expériences que j'ai pu vivre, je ne les ai pas rencontrées en établissement de santé. Ah, donc c'est peut-être une piste. Je ne sais pas si on est prêt, mais je ne l'écarterai pas, mais je ne suis pas certaine que nous y soyons déjà prêts. D'accord. En revanche, c'est plutôt... c'est davantage des discussions autour du travail, de l'organisation de son travail. Généralement, c'est des points qu'on aborde autour du café ou dans le couloir. Et en fait, on se rend compte que quand on prend le temps, en fixant des cadres de réunion sur comment tu vis ton travail, mais dédié à ce sujet-là, ça s'appelle des espaces de discussion autour de comment tu vis ton travail et quelles sont les pistes, même les plus simples, qui pourraient faciliter ton travail au quotidien, et qu'on prend ce temps et qu'on leur donne ce temps, ça veut dire qu'on s'intéresse à eux et qu'on respecte à la fois les personnes et leur activité. Je pense notamment, je vais vous citer un exemple très très basique, mais dont je n'avais pas mesuré la portée. Un cadre de santé, donc un chef d'infirmier dans un secteur à qui, comme à tout le reste de l'établissement, on avait supprimé l'imprimante parce que politique de réduction du parc imprimante. Je vais aller très vite sur ce sujet, mais ça illustre bien, je trouve. Et en fait, cette personne, pour faire ses plannings, pour tout un tas de raisons, elle avait besoin de son imprimante, mais au quotidien, plusieurs fois par jour, et elle faisait un tas de bornes pour aller rejoindre la seule imprimante couleur qui était située sur son étage, mais à une distance importante. Et en fait, c'est devenu un sujet de crispation. Elle nous l'a dit une fois, elle nous l'a dit deux fois, on lui dit, putain, elle nous casse les pieds, celle-là. Et en fait, non, c'était un réel sujet de crispation pour elle, parce que dans son quotidien, c'était une difficulté. Et c'était pas un caprice d'enfant, finalement, mais parce que une fois qu'on est allé voir pourquoi elle insistait autant et qu'on a vu le nombre de bornes qu'elle faisait, un sujet aussi simple que l'imprimante pour une réduction, qui était un objectif financier, finalement, au moins cette imprimante-là, on l'a remise. Donc c'est très important ce que vous dites, c'est leur donner tous les outils disponibles, en tout cas clés en main, pour pouvoir déjà s'exprimer librement et travailler en toute facilité. Ça paraît assez simple comme conseil, mais peut-être qu'en retournant dans les établissements de santé, on fera attention justement à ce qu'on ait accès facilement
à une imprimante ou qu'on puisse communiquer facilement sur nos problématiques? Alors là, c'est vrai que j'ai pris un sujet très technique et très basique, mais après, quand on est en formation avec des soignants ou des managers, peu importe, les conseils qu'on leur donne en formation de management d'équipe, ce sont que des conseils de bon sens finalement. Et quand on les livre comme ça à froid, on se dit, ben, c'est une évidence. C'est une évidence, en effet, mais dans la pratique du management au quotidien tel qu'on la vit en établissement, c'est pas forcément appliqué. Et on trouve toujours un tas de raisons pour pas que ce soit appliqué. Et c'est pour ça que c'est important d'envoyer nos managers en formation parce que déjà, ils échangent avec leurs confrères lors de ces sessions. Ils se rendent compte que, en fait, ils ne sont pas seuls à vivre ce type de difficultés-là et qu'en prenant un peu ce temps et du coup ce recul sur leur quotidien, ça leur permet de faire une petite pause dans leur quotidien qui va à fond la caisse et de se poser des questions sur leur méthode et sur leur méthode d'encadrement. Et est-ce que je le félicite? Ouais. Non, excusez-moi, je rebondis sur ça. Je pense à une expérience personnelle à l'époque. Je travaillais à l'Institut Pasteur à Paris et je me souviens qu'il n'y avait en fait pas d'outils internes en fait pour communiquer. Chose que j'avais suggérée à la dirigeante de l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des outils internes au sein des établissements de santé pour communiquer justement entre employés des problématiques, mais aussi des choses qui vont bien en dehors du mail classique, mais qui regroupe justement toutes les équipes? Est-ce que ça existe? En dehors du mail classique, comme vous l'avez dit, pas tellement, en tout cas pas pas dans les expériences que j'ai pu vivre. Je n'ai pas vu ça. Après, on essaie de faire de la communication via la com interne, le magazine, le magazine interne sur les bonnes actions, mais ça reste de la com. C'est de l'info descendante finalement. Et en fait, de l'échange entre les professionnels, c'est là où les espaces de discussion que j'évoquais tout à l'heure sont une réelle avancée. Parce que, alors, ce sont des réunions qui doivent être très cadrées au départ, parce que sinon, ça peut vite devenir la foire d'empoigne. Mais c'est ce type de réunion-là et d'espace-là qui sont le lieu justement de ce type d'échange. Mais ça se fait en intra-service. Ça ne se fait pas forcément en inter-service. Il n'empêche que certains établissements organisent la journée de la qualité de vie au travail, ça arrive. Mais c'est une journée. Ouais, c'est exactement, c'est une journée. D'autres lancent des boîtes aux lettres, boîtes à idées, parce que certains n'osent pas s'exprimer lors des réunions, donc préfèrent le faire de façon anonyme. Hop, je glisse un petit papier dans une boîte aux lettres, comme ça personne ne sait qui a écrit ça. Bon, ce sont des types d'idées. Après, au-delà des espaces de discussion, en termes de management participatif, il y a la délégation de ses missions. Quand un manager a confiance en son équipe, il peut déléguer pour les responsabiliser, pour les faire monter en compétences. C'est important de reconnaître le travail. Ce que vous dites, pardon Nathalie, je vous interromps, mais ce que vous dites, c'est assez clé. C'est-à-dire que pour vous, il faut non seulement dédramatiser à chaque fois qu'on a un problème, pouvoir s'exprimer vraiment librement de nos problématiques, mais surtout repenser la hiérarchie et la façon dont le management aujourd'hui en France est proposé, si je traduis. C'est ça, c'est tout à fait ça, parce qu'on a nos générations Y et Z sur le marché du travail et qui ont des attentes bien différentes des baby boomers et des générations X, dont je fais partie. Et de ce fait, nous, ce qu'on pouvait accepter ou nos parents pouvaient accepter, les plus jeunes générations, on dit c'est la génération des pourquoi, des why. En fait, ils remettent en question
tout. Ok, donc Ils remettent tout en ce question. management vertical ne fonctionne plus. Il faudrait effectivement que ça. les différents services puissent communiquer entre eux très librement avec des outils à la fois techniques très simples à mettre en place. Je pense entre guillemets un Trello ou des choses comme ça, ou Atlantis avec tout ce qui est écran partagé, etc. Mais en tout cas, qui leur permettent de pouvoir communiquer directement à la fois de ce qui va bien, mais aussi des problématiques pour qu'ils puissent les régler à l'instant T. Merci C'est beaucoup ça. Nathalie. Ça me permet de passer la parole à Alors Anne-Éléonore et de revenir vers ouais, vous. excusez-moi, juste une Oui, toute petite seconde pour pas qu'il y ait de oui, malentendu et pour pas qu'on croit que notre discours c'est d'être dans le monde de oui, il faut absolument communiquer parce que tout va bien, on se fait confiance, etc. Non, on n'est pas dupes, on a vécu en établissement, donc on sait qu'on n'est pas dans un monde idéal, loin de là. Et donc, en effet, le management doit être à l'écoute, doit avoir un management participatif, mais quand il est nécessaire, de la fermeté et de la clarté sont aussi indispensables pour que le collaborateur soit impliqué. bien sûr. Donc il faut Hein, le cadre. C'est c'est ça, simplement qu'il bien faut sûr, repenser la place de chacun et laisser la exactement. liberté aux différentes personnes de s'expliquer les problématiques quand il y en a. C'est ça, merci pour cette C'est conclusion. moi qui vous remercie et je vais revenir vers vous, Nathalie, parce que c'est très important votre témoignage. Vous avez plusieurs années d'expérience dans le domaine et vous apportez vraiment des clés vraiment précises sur les problématiques dont souvent, parfois, on n'ose pas parler. Soyons clairs, souvent on dit tout va bien, mais il faut quand même être honnête et regarder ce qui ne va pas pour pouvoir le régler. Anne-Éléonore, vous êtes la communicante de notre panel. Nathalie parlait justement des différentes problématiques en management auxquelles étaient confrontés justement nos établissements de santé. Vous, quand vous travaillez avec vos partenaires, quelles solutions vous proposez pour faciliter la communication interne entre les différents professionnels de santé? Alors, on va proposer des solutions qui s'adaptent à leurs besoins. On va vraiment déjà comprendre leurs besoins de terrain et ensuite, quelles sont les demandes aussi des salariés, des personnes qui sont présentes. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà souligné, Nathalie aussi, on a différentes générations. On a une génération des baby boomers qui est encore présente dans les établissements. On a la génération Y et on a la génération Z, et en fait, on ne leur parle pas de la même manière, avec les mêmes outils. Déjà, c'est un premier point. La deuxième chose, Nathalie aussi, on a aussi parlé, la communication interne, elle est là pour structurer, elle est là pour donner en fait un cadre, et elle n'est pas là juste pour dire bah tiens, j'ai posé une affiche et c'est très bien, c'est parfait, ou on a reçu un mail et tout le monde l'a lu, parce qu'on s'aperçoit que dans la réalité, on n'est pas toujours derrière notre ordinateur, on n'a pas avec mes différents intervenants parce qu'ils n'osent pas venir s'adresser à moi. Quels outils je peux utiliser? On l'a évoqué, si on n'ose pas, effectivement, la boîte à idées, c'est bien. C'est une pratique qui se fait de plus en plus. Ça permet à chacun de mettre ses idées, de mettre ses doléances, de mettre ce qui va bien aussi, parce qu'il n'y a pas que ce qui ne va pas ou ce qu'on aimerait améliorer. Il y a aussi les petits, les aspects qui vont bien dans l'entreprise, qui permet aussi de continuer à les mettre en place et de favoriser ces outils-là en communication. On peut aussi avoir de temps en temps des points de réunion, soit dans un service, soit avec l'ensemble, quand c'est possible, l'ensemble du personnel. Un peu moins possible en établissement de santé, parce que bien sûr, on est établi à des personnels soignants qui sont là pour soigner, qui sont là pour être présents avec les patients. Mais il va falloir trouver du temps pour ça.
trouver du temps pour leur poser la question et pour savoir comment est-ce qu'on peut leur communiquer. Tout à l'heure, je parlais de personnel soignant. Ici, je pense que tout le monde sait qu'envoyer un mail à un personnel soignant, bon, c'est peut-être pas très efficace. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir lui favoriser la possibilité d'échanger avec lui, certainement avec une réunion, certainement, là, on pourrait se dire, tiens, dans Atlantis, je vais mettre des outils que chacun va pouvoir venir piocher au moment où il en a besoin, directement dans la plateforme. D'accord. On l'a vu notamment pendant la pandémie, Anne-Éléonore, l'importance d'une communication saine pendant justement les situations de crise. Quel est votre œil et votre vision, vous, de cette communication? Est-ce qu'elle a été à la hauteur? Et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui améliorer ou au contraire optimiser qu'on a fait de bien pendant cette période un peu particulière? Comme tu viens de le souligner, AOA, c'était une communication de crise. On était dans un moment où, au sein des établissements de soins, on a dû favoriser la pratique à la communication et de faire les choses un peu à la hâte. Et aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux prendre soin de mon personnel pour pouvoir avoir une marque employeur, pour pouvoir en fait fédérer, refédérer mon personnel qui est un peu, qui a été en tout cas en souffrance. Parce que là-dessus, on ne va pas pouvoir le cacher, il y a eu une certaine souffrance de ce qui s'est passé durant le Covid. Donc pour vous, justement, Anne-Éléonore, ça peut être une opportunité de ressouder les équipes, de se servir justement de cette période particulière pour aujourd'hui communiquer différemment et fédérer les personnes entre elles. De quelle manière est-ce qu'on peut le faire? Alors, fédérer entre elles et fédérer autour de l'entreprise. On n'est pas là que pour que les personnes soient heureuses entre elles, mais on est aussi présent pour que dans l'entreprise, l'ensemble des actions qui soient mises en place pour le personnel permettent de fédérer autour, je parlais de marque employeur, mais autour en fait de cette marque, de l'image de l'entreprise qu'on renvoie pour le personnel soignant et pour les personnes à l'extérieur. Parce que si vous avez un personnel qui est content d'aller travailler, qui est à peu près heureux de ce qu'il entend et que vous ne l'entendez pas dire « j'étais pas au courant, je ne savais pas », d'avoir une certaine colère. Hein. Tout à l'heure, Nathalie disait que cette personne, elle avait une certaine colère d'aller toujours faire des allers-retours et que dans son... on ne prenait pas en compte sa propre problématique. Si on répond en fait à sa problématique, on apaise sa colère. Finalement, elle est plutôt plus enjouée à venir. On l'a écoutée, on a répondu à sa demande et donc du coup, on a aussi une équipe en interne qui se fédère et qui se fédère autour de valeurs communes. D'accord. Se fédérer autour de valeurs communes. Merci beaucoup, Anne-Éléonore. Je ne sais pas si Loïc et Julien sont disponibles. Si, on est là. Alors, Julien, justement, les valeurs communes, c'est quelque chose que vous connaissez bien, puisque justement, votre métier, vos métiers, c'est de fédérer les gens par l'art, par le spectacle, j'ai envie de dire par le bonheur. Quelles sont, selon vous, les solutions clés dans vos métiers que vous pouvez utiliser pour justement dédramatiser à la fois les parcours de santé, mais aussi rassembler les gens entre eux au sein des établissements de santé? Moi, j'estime qu'il n'y a pas de meilleure introduction que le sous-titre de la présentation d'aujourd'hui. Quand on dit l'art et la manière, ça signifie que vous avez sans doute entendu dire ou lu que le QI est désormais remplacé par le QE, le quotient émotionnel. Donc ça, c'est le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Et c'est sur quoi on travaille, nous, pour améliorer la QVT au sein des établissements de santé, avec l'outil du théâtre. Alors ce matin, moi, si je peux, c'est l'occasion de vous parler d'une méthode qui est la mienne, c'est-à-dire la méthode du lac. Je l'ai appelée la méthode du lac et pour 2 raisons. Et je vais vous expliquer lesquelles. J'ai été juriste en droit social et des entreprises. Et je suis aujourd'hui professeur de théâtre, metteur en scène. Et ça me permet de faire constamment le lien entre un acteur que je dirige et puis un participant à une formation que je vais encadrer.
Cette méthode du lac, ça vient d'une métaphore que j'ai l'habitude de raconter. Un acteur qui apprend à jouer, une personne qui se met devant les autres pour prendre la parole au cours d'une formation, c'est comme une personne qui apprend à nager. C'est-à-dire que vous êtes sur le ponton, sur le bateau, et vous faites les signes, vous montrez comment on fait, vous encouragez, vous donnez les directions. Et puis lui ou elle est dans l'eau, et puis elle essaie de reproduire ce que vous faites, ou elle essaie d'intégrer les indications. Mais le lien, il est très ténu. C'est-à-dire que une absence de contact visuel, une absence de confiance, et puis elle boit la tasse. Et puis si elle boit la tasse, une gorgée et c'est fini. Donc c'est très important. Cette métaphore, je ne l'ai pas inventée, évidemment. Il y en a d'autres formateurs qui vous la diront. Mais la différence, justement, c'est que moi, je vais nager avec eux. Dans le sens que, bon, je suis comédien, donc je suis très à l'aise avec ce que j'enseigne. Et c'est justement cette aisance, l'objectif des formations que j'anime. C'est-à-dire, je cherche à ce que les gens se sentent aussi à l'aise que moi et finissent par être eux-mêmes. C'est ça la solution. La deuxième raison de ce nom de méthode, c'est donc la méthode du lac, la méthode du lâcher-prise. Lac comme les 3 premières lettres de lâcher-prise. Et comme pour un comédien, moi qui entre sur un plateau, une personne qui est devant les autres et qui va commencer à s'exprimer ou qui va parler de son leadership, je ne vais pas m'attaquer aux défauts des participants. Je ne vais pas m'attaquer à leurs petites difficultés. J'ai plutôt une mentalité de cercle virtueux. C'est-à-dire que je vais m'attaquer à la source du problème. Et on l'a parlé entre nous dans les relations interpersonnelles. Pour moi, la source du problème, elle est la même pour tous, c'est-à-dire ne pas être soi-même à cause du jugement des autres sur soi, et puis du jugement de soi sur soi aussi. Et c'est, à mon sens, de là qu'il y a les difficultés à prendre la parole en public, à bien communiquer avec les autres, à être un bon leader, toutes les problématiques de harcèlement, de gestion des conflits. Et c'est ce problème-là qui rend le management difficile, que ce soit dans le domaine de la santé ou même ailleurs. Et c'est ce problème-là que je m'attache à résoudre, moi, avec mes formations, avec le théâtre. Tout part d'une meilleure connaissance de soi, donc, et d'une acceptation de soi-même. C'est la clé. C'est très psychologique, finalement. Alors, en parlant de théâtre, Julien, est-ce que je peux vous inviter à venir vous installer à côté de moi sur scène en cliquant sur le siège qui est à mes côtés? Alors, hop là. C'est votre juste place. Oui. Alors ça, il n'y a aucun souci sur la scène. Après, c'est la technique. Faut que je demande au régisseur de m'aider là. Si vous avez des difficultés, il y a Cédric Grimaud qui va vous guider. Ouais, j'attends les indications du Voilà, vous avez un metteur en scène. onglet apparemment monté sur scène, en face de vous. Hop là. Si besoin, Julien, je te laisse ma place. Autrement, c'est pas grave, il va vous contacter. J'aimerais poursuivre parce que c'est vraiment très intéressant ce que vous explorez justement comme univers. C'est assez nouveau en France. On n'a pas l'habitude de mettre justement du spectacle dans le domaine de la santé. On dirait presque souvent que c'est une oxymore. Comme disait Nathalie tout à l'heure, quand je proposais le poste de Chief Happiness Officer pour traduire, c'est une personne qui est responsable du bien-être et du bonheur de ses employés au sein des entreprises. Elle nous disait très justement, peut-être qu'en France, on n'est pas complètement prêt. Et vous, quelle solution vous proposez aujourd'hui pour qu'on soit prêt justement à aborder ce côté justement pour travailler sur le bonheur et le bien-être des gens par le spectacle? Mais j'entends souvent dire que les acteurs portent un masque. Et je crois que c'est l'inverse. Je pense que ce sont ceux qui font pas de théâtre qui doivent porter un masque, ou plutôt se sentent obligés de porter un masque au travail, et notamment dans un travail qui est sous tension. Donc l'objectif du théâtre, comme je vous l'ai dit au départ, c'est de faire en sorte de ne pas se sentir obligé, d'être soi-même pour ne plus avoir de difficulté à communiquer sur les émotions, surtout ça. Un acteur, ça a des émotions, ça communique sur les émotions, et puis finalement, aucune difficulté à communiquer de manière générale. Donc ce sont des outils de développement personnel finalement. Et puis des outils d'intelligence collective. Voilà. Je pense que les mises en situation... Oui. Allez-y, je vous ai coupé. J'allais dire, je pense que ce sont les mises en situation, ce sont les échanges les uns avec les autres. Alors, il y a des trames qui sont liées aux difficultés que l'on éprouve ou alors de la dynamique que l'on veut impulser au sein d'un établissement de santé. Elles peuvent être dans la bonne humeur, la bienveillance et avec humour, mise en scène. Donc,
à partir de la mise en scène, une sorte de mise en abîme de la situation où l'on voit les difficultés. Comme disait Nathalie, c'est-à-dire que il y a des choses où on a le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes. C'est du simple bon sens. Mais quand on n'a pas de recul, quand on n'a pas ce qu'on appelle au théâtre le troisième œil, c'est difficile de le mettre en exécution. Donc c'est l'occasion de mettre le doigt sur certaines choses. Voilà. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand vous proposez ces formations, est-ce que ce sont des formations ponctuelles ou est-ce que ça va être un accompagnement que vous conseillez à l'année? Comment est-ce que ça fonctionne très concrètement? C'est délicat, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend des moyens de financement, ça dépend aussi de la possibilité de libérer du personnel de manière régulière, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que la première intervention, c'est pour planter des graines. Ça signifie que je viens avec des idées que vous avez sans doute, des techniques que vous avez sans doute, mais avec ma parole, en tout cas mon expertise, ça a un autre impact. Et là, on est en train de mettre en place un langage commun, par exemple, et puis on travaille pour la cohésion du groupe. Finalement, on est en train de mettre en œuvre une solidarité, une solidité du management de proximité. Et ensuite, si on a la chance de pouvoir retravailler avec les mêmes personnes, on voit où ça en est, on voit si ça a évolué, on voit dans quelle mesure aussi on a plus de liberté. Mais ce dont je peux parler, c'est de l'expérience aussi du théâtre. C'est qu'un groupe qui travaille ensemble à partir de textes ou d'improvisation, il n'est plus jamais le même après. C'est-à-dire qu'il y a forcément des accointances qui sont nées, il y a forcément une solidarité qui existe. Et le mot fort pour moi, c'est empathie. C'est-à-dire qu'on a créé une empathie les uns vers les autres, une empathie réciproque. Et je pense que les managers seront d'accord avec moi ou les directeurs d'établissement en disant que l'empathie, c'est peut-être ce qui va manquer le plus. Et là, nous, on pallie ça. Vous êtes également enseignant, Julien. Est-ce que ce sont des techniques que vous utilisez également auprès de notre jeunesse? Est-ce que vous pensez que justement, c'est la clé pour soigner justement et commencer aussi à éduquer nos futurs justement cadres de santé? Je crois que la clé de l'échange et de la communication, c'est la connaissance de soi et l'acceptation de soi. Donc, que je forme des jeunes comédiens, je suis notamment professeur de rhétorique et d'éloquence, et notamment au barreau de Montpellier, donc ils sont jeunes et moins jeunes. Et les clés, ce sont les mêmes. C'est la connaissance de soi, c'est la capacité à être soi-même, à connaître les besoins psychologiques des uns et des autres pour pouvoir communiquer. Sur le leadership, c'est l'une des clés, connaître les besoins psychologiques des uns et des autres pour savoir quels sont les rapports de force. D'accord. Merci beaucoup, Julien. Il y a Loïc Vivier qui vient de nous rejoindre sur scène. Yes. Bonjour Loïc Vivier. Est-ce que bonjour. vous pouvez vous présenter? On vous attendait avec impatience. Ouais, alors est-ce que tout le monde m'entend? Ah ouais, est-ce que On vous entend parfaitement. Bon, super, merci. J'ai un petit peu de retard. J'étais au milieu du public pendant un moment et j'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Alors, Loïc Vivier, donc moi je suis un des dirigeants de Synergique, qui est une structure qui fait de la RH et qui est un organisme de formation. Et on est trois associés qui avons longtemps travaillé dans la santé. Et c'est un environnement qu'on aime et avec lequel on a passé beaucoup de temps et du coup du temps aussi pour prendre du recul maintenant et d'essayer de voir les choses un petit peu différemment. Et je crois que le fait qu'on se retrouve ici, c'est un petit peu le résultat aussi de ces années de réflexion et de travail opérationnel auprès des équipes, que ce soit des équipes soignantes et non soignantes d'ailleurs, et des équipes de direction. Et aujourd'hui, d'aborder ce sujet-là dans cet environnement-là, en tout cas, voilà, moi, je suis très heureux. C'est tout nouveau, c'est une première. J'ai du mal à monter sur scène, mais voilà, j'y suis. Et je suis très content d'être avec vous et j'en profite pour remercier tout le monde et notamment les intervenants, merci, et Awa, merci beaucoup. Et on pensera aussi aux équipes techniques qui m'ont permis de monter sur scène. Voilà. Avec plaisir. Alors justement, Loïc, vous avez toujours été précurseur innovant. Alors, on en parlait lors de notre entretien quand on avait fait connaissance et pour préparer justement la conférence. Qu'est-ce qui vous attire dans cette façon nouvelle aujourd'hui de travailler en santé et pourquoi est-ce que selon vous, les nouvelles technologies peuvent être au service d'une innovation sociale et sanitaire?
Alors, la question est intéressante. Je pense qu'elle est large. Je pense qu'on peut l'aborder en deux temps. Le premier temps, c'est que quand on a souhaité, avec mes associés, construire cette aventure de Synergique, alors déjà, on est trois et on n'a pas voulu rester à trois. On a voulu faire de travailler de manière complète, avec des expertises différentes. Et d'ailleurs, je crois que le panel de représentants, parce que ce sont des gens avec qui on a le plaisir de travailler, que ce soit Léonard, Nathalie, Julien, c'est de complémentariser, j'allais dire, si ce terme existe, les expertises au fin d'un résultat, ou en tout cas qu'on considère nous comme important, et c'est celui de l'innovation. Et c'est ce terme-là qui pour moi porte un petit peu les sujets de nos discussions chaque jour faisant, mais que cette innovation, elle soit environnementale, qu'elle soit sociale. On a des projets en cours qui se veulent traiter de cette partie très sociale de l'innovation, et le management, pour moi, des piliers fondamentaux, eh ben, finalement, c'est une sorte d'innovation. La seule chose, c'est d'écouter les nouveaux besoins et d'y répondre. Et finalement, si les nouveaux besoins, eh ben, on apporte une nouvelle réponse, bah, pour moi, c'est déjà de l'innovation. Mais puis, bah, forcément, l'innovation, c'est difficile de pas la voir à travers la technologie. Et puis, Atlantis, bah, ma foi, c'est la représentation du futur, turfu, comme diraient certains. Et je crois qu'à ce moment-là, au moment de la rencontre avec Cédric, qui est peut-être un petit peu Donc, par là, Cédric Grimaud, le fondateur. Cédric Grimaud, le fondateur d'Atlantis, on a échangé au départ, si vous voulez, sur la question du télétravail. Ça a été mon premier sujet, puisque j'étais encore en exercice dans les fonctions de DRH en santé à l'époque du Covid et à l'époque du confinement. Et cette question-là, elle est très vite apparue sur la capacité à pouvoir travailler à distance, la capacité à manager à distance. Et l'aventure synergique, elle est née avec aussi cette idée-là de dire mais comment on peut faire si ça doit se reproduire ou pas, parce qu'il y a des choses positives qui se sont installées aussi pendant cette période. Et c'est de dire ben, comment je peux apporter du meilleur tout en limitant les effets négatifs, puisqu'on ne va pas se leurrer, hein, ça n'a pas été une période de plaisir pour tout le monde d'ailleurs, je crois. Mais en tout cas, j'aime bien tirer le positif du risque, en fait. Et c'est cette fameuse phrase qui dit « faisons d'un risque une opportunité ». Et bah, du risque du confinement, bah, comment on peut, à travers les nouveaux outils, faire en sorte de trouver des choses qui peuvent améliorer le quotidien. Et quand on en a discuté avec Cédric, qui m'a présenté cette solution, je me suis et du coup, de fil en aiguille, on a parlé télétravail, on a parlé formation, on a parlé conférences. Et puis, ma foi, on a l'impression que nos discussions ont mené, puisqu'on est là ensemble aujourd'hui. Donc, il y a des choses à faire. Voilà. Je crois que dans la question, il y avait aussi un rapport à la santé, de manière plus spécifique. Tout à fait, oui. Alors, par rapport à ça, Loïc, en fait, je pensais en fait ailleurs aussi. Alors, je t'entends plus, Awa. Est-ce que tu m'entends, Loïc? Tu m'entends? Oui. Ah, voilà. Par rapport à ça, je sais que tu m'avais parlé justement que ça t'intéressait aussi de dédramatiser le parcours santé des patients, entre guillemets, de le gamifier. Est-ce que tu peux expliquer au public quelle est ton idée par rapport à ça? Parce que j'ai trouvé ça brillant et je pense que ça peut être une piste justement pour les patients et aussi pour les professionnels de santé. Bien sûr. La question, en tout cas, les discussions qu'on a menées là-dessus, c'était une façon de dire comment on peut faciliter la prise en charge du patient. Alors, c'était vraiment de garder aussi cette logique-là, de mettre l'automatisation, le système technologique, mais au service de la prise en charge. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nécessitent forcément du déplacement, et on sait combien ça peut être parfois difficile. La solution de l'automatisation, la solution de l'univers 3D, ça peut être par exemple la construction d'un livret d'accueil en 3D, qui serait un livret d'accueil interactif et immersif, qui pourrait, si j'allais dire, on allait jusqu'au bout du développement, prendre en charge toute la partie en amont de la prise en charge, je pense tout ce qui est préadmission, découverte de l'environnement de l'établissement de santé, et ça pourrait être aussi le suivi post-opératoire, par exemple, ou post-médical, le suivi du patient, sans avoir à le déplacer. Alors, on parle beaucoup de téléconsultation. Ma foi, pourquoi pas. L'outil est un environnement qui reconstruit des locaux. On peut y intégrer tout ce qu'on veut. On y a aussi beaucoup discuté. C'était notamment sur le stress que peut générer la prise en charge.
voilà, la première fois que je me fais opérer ou la première fois que je passe une IRM, par exemple, ça peut être un petit peu angoissant, ça peut être un peu stressant. On peut découvrir l'environnement, découvrir les bruits, découvrir les contraintes, alléger les contraintes administratives, tout ça à travers de l'outil. D'accord. Je me tourne du coup vers Nathalie, qui est ici notre DRH santé et management santé. Nathalie, l'innovation au service justement du management, est-ce que c'est quelque chose que toi tu utilises déjà ou que tu envisages? Je te tutoie du coup. Tu as raison. À ce stade, pas du tout. L'innovation, non, pour moi, c'est une grande première aujourd'hui, l'environnement virtuel à titre professionnel. Déjà, à titre personnel, c'est pas mon truc. Alors là, c'était vraiment un exercice pour moi aujourd'hui. Donc, non, pas en matière de management. En revanche, mais peut-être par mes connaissances, petit à petit, j'y viendrai peut-être. Mais pour moi, pour le moment, le management, j'ai besoin des échanges. Alors, on arrive à en avoir, puisque là, j'arrive à me tourner vers toi pour voir ton avatar. J'ai progressé, je me suis entraînée. Step by step. Pour arriver à me retrouver face à l'avatar de la personne qui me parle. Et tout à l'heure, j'étais face à Loïc. Mais bon, c'est pas encore naturel. Et puis, c'est vrai que j'aime bien pouvoir papoter. En revanche, dans le cadre de la formation et de l'innovation, si on ne part pas forcément du management, je pense aux formations dont ont besoin tous les aides-soignants et les infirmiers de façon évidente dans cet environnement-là. J'ai vu notamment ce que pouvait faire la SNCF, pour citer un exemple d'entreprise, qui est capable de former ses collaborateurs directement dans un environnement de ce type-là, en leur faisant de la mise en scène. Est-ce que si le train arrive, on voit un train qui arrive sur les rails, est-ce que je peux passer, est-ce que je peux pas passer? Et du coup, c'est très concret. Si je passe, il se passe, voilà ce qui est les conséquences. Si je ne passe pas et que je prends un autre chemin, voilà quelles sont les conséquences. Et ça, dans le milieu de la santé, quand il s'agit des formations sur les gestes et postures, je pense qu'il y a une réelle plus-value. C'est à développer. Merci beaucoup, Nathalie. Loïc, tu voulais intervenir? Oui, si je peux, parce que je rebondis sur le sujet, Nathalie, sur la formation, parce que je me suis rendu compte, mais je ne dois pas être le seul pour le coup, qu'il y a certaines formations qui sont très difficiles à mettre en place dans la vraie vie, j'allais dire. Je ne sais pas aujourd'hui si on faisait des statistiques sur le risque incendie, typiquement, l'évacuation, si on est réellement en capacité pleinement d'apporter le bon savoir, la bonne connaissance finalement à tous les utilisateurs. Et on sait à quel point c'est assez angoissant l'incendie pour le coup. Et ce n'est pas que, j'allais dire, un mythe, ça arrive. Clairement, on a des sujets en cours de discussion sur la mise en place d'un parcours d'évacuation, d'un parcours de gestion du risque incendie de manière horizontale, puisque sont comme ça dans les établissements de santé, grâce à l'outil. Typiquement, c'est une vraie solution là pour le coup, en tout cas à laquelle je crois, pour apporter quelque chose de positif pour les équipes et pour les établissements de manière générale, et même pour nos services de secours, qui pour le coup, je pense c'est plus facile d'intervenir quand on a des gens qui ont déjà fait en tout cas ce qu'il fallait pour commencer. Donc voilà, typiquement ça c'est une vraie formation sur laquelle on pourrait avoir une vraie plus-value avec l'outil. Alors je me tourne vers notre comédien Julien. Oui. Julien, comment vous utilisez, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous étiez déjà familier, les nouvelles technologies? Je dis une bêtise, est-ce que vous utilisez ChatGPT dans vos cours? Comment est-ce que vous utilisez l'innovation pour justement vos différentes formations avec le théâtre au service justement de ces problématiques-là? Ça peut sembler contre-intuitif de faire du théâtre à partir d'un écran interposé, mais après on a inventé quelque chose qui s'appelle le cinéma. Donc l'écran, c'est pas vraiment quelque chose de loin pour nous.
Et puis, il y a l'oreille, c'est-à-dire qu'il y a des formations que l'on peut faire ou des cours de théâtre ou des mises en scène que l'on peut faire simplement par téléphone parce que la voix, la respiration, les intonations, les émotions, finalement, on a plusieurs récepteurs. Donc, c'est pas forcément sur un long terme l'objet idéal si on s'y consacre 100%, mais c'est un superbe outil pour compléter à certains moments et puis surtout pour pallier des difficultés techniques comme la grève, comme l'éloignement des uns et des autres. Donc voilà, c'est un outil dont on peut se servir. Il faut savoir en tirer les avantages, faire fi des inconvénients et puis avancer grâce à ça, quoi. D'accord. Ouais, Anne-Éléonore, même question. Notre communicante, comment est-ce qu'elle utilise aujourd'hui justement la technologie, l'intelligence artificielle pour justement proposer la parfaite communication auprès de ses partenaires? J'ai perdu Anne-Éléonore. Elle reviendra nous voir, il n'y a pas de souci. Alors justement, là... Awa, Oui, Loïc. est-ce que du coup, je prends la place d'Anne-Éléonore? Ah. Non, il y a un mot qui m'est apparu hyper important dans les deux messages, que ce soit celui de Nathalie, que ce soit de Julien, c'est la question de l'outil. Oui. Quand on parle de formation, et effectivement, et je suis le premier, et je crois que si je posais la question aussi autour de moi, on viendrait dire la même chose, c'est que la formation, c'est avant tout de l'interaction, c'est avant tout de la personne, c'est de l'humain. Et à ce titre-là, l'outil doit rester un outil. Il faut réellement, quand on a une réflexion autour de l'utilisation d'Atlantis ou l'utilisation de tout autre outil, c'est de faire en sorte que ça soit réellement au bénéfice du participant, du bénéficiaire, mais aussi au titre de la formation. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout digitaliser. C'est un bon équilibre à avoir, voilà. Il faut que c'est du sens. On en revient souvent à cette question du sens. Elle est valable dans le travail, elle est valable pour les gens, elle est valable pour la formation aussi. Donc la technologie, oui, mais uniquement si on garde l'humain au cœur du process. Oui, ou si on lève les contraintes qui n'auront pas permis de le faire différemment. Clairement, la question environnementale, la question de demain sur les déplacements, sur la capacité de pouvoir les choses de manière simplifiée, bon, pour là, je trouve que ça a du sens. Si c'est pour dire, on aurait pu se réunir, mais je préfère le faire dans un autre espace, bon, là, je suis un petit peu moins preneur. D'accord, je comprends. J'ai envie de me tourner vers le public parce que justement, c'est des questions de société. Je sais qu'on a pas mal de professionnels de santé qui sont avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie d'intervenir et de poser des questions à nos intervenants? Alors, pour cela, vous n'êtes pas puni. Il faut que vous activiez votre micro sur la gauche de votre écran, sur le volet gauche. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions pour nos intervenants. Benjamin, bienvenue. Bon, ils sont timides. Alors, je me retourne du coup vers Anne-Éléonore qui est revenue. Alors, Anne, est-ce que tu m'entends? Pas encore. Elle va nous rejoindre. On a des marges de progression. Non, c'est hyper intéressant quand même. Il n'y a pas de souci. Je voudrais revenir sur Nathalie. Nathalie, je ne te lâche pas. Hein. Tu as compris qu'on avait besoin de ton œil. Justement, aujourd'hui, tu nous as très bien exposé les problématiques et les solutions et les pistes auxquelles tu pensais. Selon toi, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement ou est-ce qu'il faut d'abord, entre guillemets, aller faire un petit peu de lobbying auprès du gouvernement pour justement répandre cette communication à plus grande échelle pour plus d'efficacité? Non, moi je suis très terrain.
Donc, pour moi, on peut y aller, on est prêt. Puis les interlocuteurs, enfin, les managers et les personnels de santé, ils sont prêts aussi. Ils en ont besoin. Ils n'en ont pas forcément conscience tout de suite parce que dégager du temps pour partir en formation, alors que dans son quotidien, on est complètement submergé par le boulot, c'est pas super intuitif. Donc, j'étais hier en formation toute la journée avec des cadres de santé. Et quand je leur pose la question, est-ce que la formation, vous la faites à votre initiative ou bien est-ce que c'est votre employeur qui vous l'a suggéré, il y en avait 80% qui étaient suggérés par leur employeur. Parce que d'eux-mêmes, en fait, une formation au management, je suis déjà manager. Donc, pourquoi j'irais me former? Et donc, ils ne sont pas nombreux finalement à prendre ce recul en se disant, en fait, c'est intéressant que je me pose la question sur mes méthodes finalement et que j'aille écouter autre chose et pas qu'écouter et me confronter aussi aux pratiques de mes confrères parce que je ne vais pas être seule à cette formation. Et j'en profite pour rebondir ce que disait tout à l'heure Julien sur les émotions. Il parlait d'émotions qu'il véhicule bien sûr lorsqu'il joue, qu'il fait du théâtre. Et en fait, bien sûr, sans vouloir prétendre être au niveau théâtral de Julien, loin de là, mais c'est quelque chose qu'on évoque aussi, la régulation des émotions, parce que dans une équipe, on est des hommes et des femmes, et forcément, on vient avec notre humeur du matin. Et nos problématiques, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, mais en tout cas, on n'est pas des machines et on n'est pas des avatars, on a chacun nos états d'âme et nos faits d'humeur. Donc la régulation émotionnelle est un sujet qu'on aborde aussi lors de nos formations. Et tout à l'heure, je crois que c'était Loïc qui parlait d'empathie entre collaborateurs. Je ne sais plus si c'était Loïc ou Anne-Éléonore, ça y est, on te voit à nouveau, Anne, qui parlait d'empathie entre collaborateurs. En fait, c'était Julien, pardon, merci. En fait, nos personnels, ils ont l'habitude d'être empathiques vis-à-vis des patients. Et donc, ça, ils le font de façon très naturelle, parce que quand on choisit ce métier-là, c'est pas par hasard. Donc, en principe, de l'empathie, ils en ont à l'égard des patients. En revanche, l'empathie vis-à-vis de leurs collègues, là, soit ils en ont plus du tout, ils ont tout donné aux patients, mais ça se retrouve pas forcément toujours, et c'est intéressant. Et quand on dit prendre soin de nos personnels, ça va avec l'empathie. Merci beaucoup, Nathalie. Anne-Éléonore, est-ce que vous êtes de nouveau avec nous? Je suis de nouveau avec vous après avoir super. Alors justement, on parlait d'empathie, d'émotion. Et vous, votre spécialité, c'est justement la communication sous tous ces aspects. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut concilier les deux? Est-ce qu'on peut utiliser tous les outils numériques et la foison d'outils dont on dispose aujourd'hui sans perdre l'authenticité et l'émotivité dans les échanges? On peut effectivement garder l'émotion au sein des échanges, déjà en fonction du vocabulaire qu'on va utiliser, en fonction des valeurs aussi, de l'authenticité qu'on a envie d'y mettre. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les textos, pour faire passer nos émotions, on y met des petits émoticônes. Quand on fait un grand sourire, c'est que généralement qu'on est content. Donc, on a des outils efficaces aujourd'hui qui nous permettent aussi d'apporter de l'émotion à la communication en interne. D'accord, merci beaucoup. Du coup, je me tourne encore vers notre comédien, enseignant, professeur d'éloquence. Quels conseils vous pouvez nous donner très concrètement pour qu'on arrive à rester authentique dans les échanges que l'on peut avoir avec son personnel, avec les différents partenaires avec qui nous traitons dans le domaine de la santé et au-delà? Je pense que ça touche au-delà du domaine de la santé. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner, Julien, dans nos échanges pour qu'ils soient vrais, tout simplement? Je ne sais pas si Julien est encore avec nous. Notre comédien a quitté la scène. Bon, il y reviendra. Très probablement. Loïc, peut-être que vous avez une idée? Notre formateur. Est-ce que vous m'entendez, Loïc?
Alors, Nathalie a Je changé suis de là. micro. Alors moi, mon micro ne fonctionnait pas avant le démarrage. Je suis de retour. Merci Loïc, c'est à toi. Le premier qui veut me répondre. Et c'était quoi la question? Alors, ma question, justement, L'authenticité. en fait, c'était comment garder l'authenticité avec les différents échanges avec nos partenaires, etc. Quand on a toute cette foison d'outils numériques, etc. Quel est le conseil que vous pourriez nous donner pour justement réussir à garder cette authenticité dans nos différents échanges? Alors là, je vais être authentique pour le coup. Et d'ailleurs, je pense que c'est un sujet à discussion et qu'on peut ne pas être tous d'accord, mais je comprends l'authenticité et je trouve que ça serait l'idéal absolu. La sincérité, la transparence, l'authenticité. Maintenant, la communauté de travail, c'est un lieu dans lequel il y a des échanges, il y a des intérêts divergents, il y a tout un tas de sujets, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques, financiers, humains, qui parfois dire qu'il peut y avoir une différence entre l'authenticité et un management qui se veut sincère. Je crois que dans tout ça, il doit y avoir un peu d'équilibre et un objectif qui se veut être positif. C'est-à-dire que l'authenticité, c'est bien, c'est important, il le faudrait au maximum, mais on a aussi le droit parfois de porter des costumes. On parle de théâtre. Alors je comprenais tout à l'heure que peut-être il fallait enlever le théâtre et faire le costume quand on rentrait en management. Et c'est là où on peut s'interroger. Je pense que parfois le management, c'est aussi faire preuve de mettre de côté ce qu'on croit réellement, ou en tout cas sur lequel on pourrait avoir des bases pour faire bénéficier au collectif quelque chose de positif. Ça, c'est vraiment de l'adaptation, quelque chose qui se fait au cas par cas, au gré des situations. Encore une fois, je ne suis pas contre l'authenticité, je ne suis pas contre la sincérité ni la transparence. Je pense que ce sont des bases fondamentales qui doivent rester, on va dire, le cap et l'objectif, mais que parfois, on peut être un petit peu à côté, et tout ça pour faire en sorte, encore une fois, que le collectif avance et qu'il avance dans le bon sens. Voilà. Certains appelleraient ça de la manipulation positive. Je suis assez en phase avec ça. D'accord. Manipulation positive, c'est intéressant. De rebondir sur l'authenticité, il y a l'authenticité d'une personne, mais il y a aussi l'authenticité de la culture de l'entreprise. C'est rester authentique avec la culture de l'entreprise. Et c'est quand même deux choses différentes. Est-ce que tu peux développer, Anne-Éléonore, quand tu dis authenticité de la culture d'entreprise, c'est être en phase avec les valeurs qu'on défend de son établissement, c'est dans ce sens-là? Tout à fait, c'est-à-dire connaître les valeurs de son entreprise, sa manière de penser, sa manière d'être, et apporter les valeurs de l'entreprise et les tenir à corps. Alors je sais que parfois c'est difficile, on n'est pas d'accord avec l'ensemble des valeurs de l'entreprise, mais en tout cas c'est rester aligné à ces valeurs, aligné aux valeurs de l'entreprise. Et du coup, est-ce que tu penses que justement les intervenants, les partenaires, les employés peuvent participer justement à améliorer ces valeurs-là, ou au contraire, c'est au travail de l'établissement de santé de travailler dessus, ou un travail de binôme, c'est quoi le mieux? Généralement, c'est les deux. C'est au départ, elles sont construites par l'entreprise, hein, c'est le fruit du contexte de l'entreprise, c'est le fruit de son histoire. Et ensuite, elles sont agrémentées par les parties prenantes de l'entreprise et les personnes qui sont au sein de l'entreprise et qui les font vivre. Et donc finalement, c'est un doux échange entre les personnes présentes aujourd'hui et l'histoire de l'entreprise. Merci beaucoup. Je crois que Julien est revenu. Je rentre vers la scène. Ah, vous avez enfin pris place de votre espace. Julien, nous parlions d'authenticité dans les différents échanges. Anne-Éléonore vient de l'évoquer, authenticité de l'entreprise, mais aussi des intervenants, des partenaires. Vous, aujourd'hui, quel conseil vous donneriez pour rester authentique dans nos échanges et ne pas perdre justement l'émotion? Il y a ce qu'on appelle l'écoute active, donc c'est-à-dire prendre le temps d'écouter pour comprendre les uns et les autres. Donc l'authenticité, elle vient vraiment d'un échange, et puis aussi de la préparation que l'on a. L'échange informel ou l'échange devant les autres, ça va dépendre.
Mais en tout cas, c'est d'essayer vraiment de comprendre et de s'affirmer. L'authenticité, c'est de dire ses émotions, c'est voilà, dire ce pourquoi on est content et pour quelles raisons on est déçu sur tel ou tel point, pour essayer justement de continuer à créer cet état d'esprit d'empathie. Il faut D'accord. connaître les besoins et les contraintes des uns et des autres, en fait. Et c'est souvent là que ça touche. On n'est pas vraiment au fait des contraintes des uns et des autres, on est focus sur les nôtres. Et c'est là qu'on a des difficultés à échanger. Donc, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de mesurer les émotions et la Oui, communication et de l'autre. dire aussi, alors, entendre l'émotion de l'autre, entendre les difficultés ou les points positifs, mais être en mesure de communiquer sur les siennes, de donner les siennes, de donner son sentiment. D'accord, je l'entends. Donner son sentiment. Je me tourne vers le public. Est-ce qu'il est moins muet, mon petit public? Est-ce que vous avez des questions pour nos formidables intervenants, pour Julien Vaillarelli, Loïc Vivier, Anne-Éléonore Lelarge ou pour Nathalie Rénal, qui nous font le plaisir aujourd'hui d'animer la conférence 3.0 en santé. Alors, je le rappelle, pour activer vos micros, c'est à gauche de votre écran. N'hésitez pas à intervenir ou sinon vous pouvez tout simplement lever la main, comme à l'école. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais en profiter pour remercier vraiment l'ensemble du panel, l'ensemble des intervenants, d'avoir essayé de trouver des pistes, de nous avoir éclairés en toute transparence et avec toute justement leur authenticité sur les problématiques que rencontrent aujourd'hui nos établissements de santé, comment ils pourraient y répondre avec une meilleure communication grâce aux nouvelles technologies, mais aussi avec un management peut-être un peu moins vertical. Et puis je vous invite à découvrir l'espace et à poser vos questions directement auprès de nos intervenants ou après, en contactant Synergique ou directement en... Loïc, tu voulais intervenir? Oui, juste en deux mots pour rejoindre un petit peu aussi ce que fait Julie. Oui, on t'écoute, Loïc. On t'entend plus. Tu as un petit problème de micro. Alors, Loïc voulait intervenir et rebondir sur ce que venait de dire Julien. Je pense qu'il a un petit problème de micro. Anne-Éléonore, est-ce que tu veux conclure cette conférence? Nathalie également. Quel est, selon vous, le dernier mot que vous aimeriez, le mot d'espoir, j'ai envie de dire, auprès de nos professionnels de santé et de nos internautes qui vont suivre votre conférence 3.0? Ah, on t'entend pas. Il faut activer ton micro, Anne-Éléonore. Nous t'écoutons. Alors Nathalie, le temps qu'Anne-Éléonore active son micro. Désolée Nathalie, tu es bonne élève, donc... Ben, j'ai changé d'ordinateur, hein, je dois vous avouer. Ah bon, Ouais, ça fonctionne bien en tout cas. J'ai fait les grands moyens, j'ai carrément changé d'ordinateur. Ah, super. Le mot de la fin, moi, ce que je peux vous dire, c'est... moi, je serais assez d'avis pour conclure comme Julien. Donc, c'est-à-dire, je suis favorable à l'authenticité en tant que manager. Bien sûr qu'il faut tempérer ses propres émotions en tant que manager, mais je suis davantage pour la transparence et la sincérité finalement, parce que c'est ma façon d'être, donc je peux difficilement faire autrement, et ça se voit. Et du coup, si j'ai par rapport à pour le public qui nous écoute, et que j'en profite également pour remercier de sa présence,
c'est avoir beaucoup de bienveillance parce que en cette période, le personnel de santé a vraiment chargé, il faut dire ce qui est. Déjà que ce sont des métiers difficiles. Là, les 2 dernières années qu'on vient de vivre l'ont été d'autant plus. Et, le respect de leur... on les a beaucoup applaudis à une période, et puis on s'est arrêté. Et puis c'est normal, on ne va pas les applaudir tous les jours. Il n'empêche qu'au quotidien, il faut du bon boulot. Et du coup, sans préoccuper et prendre soin d'eux, ce serait ça le mot de la fin. Et pour prendre soin d'eux, permettez-leur de prendre du recul et d'aller se former. Merci beaucoup Nathalie Rénal pour ce beau message bienveillant auprès de nos professionnels de santé. Anne-Éléonore? Bonjour petit chat. Le mot de la fin, est-ce que tu nous entends, Anne-Éléonore? Pas encore. Loïc, est-ce que tu es revenu? Alors, Julien est peut-être revenu également. Ouais, est-ce que tu m'entends? Ouais. Alors, super. Oui. Julien, je voudrais que tu nous dises le mot de la fin et ton message d'optimisme auprès de nos professionnels de santé. De toute façon, j'adore ce que je fais parce que j'ai le bon rôle. Moi, j'arrive pour détendre les uns et les autres. Donc, le tag, pour moi, c'est l'outil adéquat pour, dans la bonne humeur, faire passer les messages. Et faire passer les messages, c'est échanger, c'est discuter, c'est prendre du recul. En fait, c'est les formations que j'anime, moi, dans les établissements de santé, c'est le moment aussi de faire un stop pour analyser les choses, pour prendre du recul, comme disait Nathalie. Et puis, on en repart avec des messages un peu subliminaux. Parfois, il y a des vraies choses qui sont dites, il y a des émotions aussi. Hein. Il y a des fois des larmes parce que tout d'un coup, il y a une détente entre nous et puis une confiance qui est née, qui fait que les gens vont à un moment donné s'effondrer, évacuer ce qu'elles ont à dire. Et puis justement, il y a encore plus d'empathie parce que les messages sont vrais, il y a du réconfort, de la bienveillance. Et quand on repart de là, le service ne fonctionne plus du tout de la même manière. Parce que on a appris à accepter certaines difficultés. Parfois aussi, c'est une prise de conscience. Mais bon, j'ai quand même dans ma valise quelques exercices qui font que derrière les larmes, on rigole et puis ça se termine dans la très bonne humeur. Merci beaucoup, Julien Vaillarelli, pour ces très bons conseils. Loïc Vivier. Est-ce que ça fonctionne? On vous entend parfaitement. Loïc Vivier, vous arrivez à point nommé pour nous dire le mot de la fin. J'aurais été embêté de ne pas pouvoir vous remercier. Donc merci à tous d'être venus, merci à tous d'avoir présenté, d'avoir participé, c'est un vrai plaisir. Le mot de la fin, je reviendrai sur le terme de l'innovation, c'est n'ayons pas peur d'essayer. Voilà, il y a des aléas, parfois des dysfonctionnements, on s'améliore, mais on peut se laisser tenter par l'expérience, par la nouveauté. Ça fait du bien, ça rafraîchit. N'ayons pas peur de gens. Il le disait tout à l'heure, on parlait de formation du management, c'était le petit mot que je voulais donner. C'était si c'est important de former les managers, c'est aussi important de former les collaborateurs à être managés. Les choses vont dans les deux sens, c'est de la vraie construction, c'est le développement de chacun, c'est le développement du collectif. Il y a des outils qui sont à notre disposition, on peut les utiliser, voilà, n'ayons pas peur, pas pour tout, mais pour plein de choses. Voilà, donc merci à tous, vraiment, c'était un grand plaisir d'être là. On le refera, je pense, on vérifiera les micros. J'espère que et je voudrais vraiment un mot particulier aux intervenants parce que quand on rentre dans ces jeux-là, quand on tente des choses, c'est chouette qu'on nous suive et je trouve ça génial et je voulais vraiment les remercier. C'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire tous les jours et donc un grand merci. Je me tourne vers le public pour vous remercier également. Merci d'avoir suivi cette première conférence 3.0 en santé. Merci à nos fabuleux intervenants, Julien Vaillarelli, Anne-Éléonore Lelarche, Loïc Vivier, Nathalie Rénal. Merci d'avoir essayé de réfléchir ensemble à des solutions très concrètes pour essayer d'améliorer nos établissements de santé. Et j'en profite pour leur dire qu'on les aime. Ils ont été fabuleux pendant la pandémie, mais ils sont fabuleux
tout le temps. Donc, merci à tous. Je crois que vous avez la possibilité, il me semble, je me tourne vers notre technicien, de visiter les lieux. Vous pouvez sortir sur la droite pour vous balader dans l'espace Atlantis, découvrir justement cet espace 3D assez innovant. Vous n'êtes plus en prison, la conférence étant terminée. Vous pouvez réactiver le son sur le volet gauche si vous voulez parler avec les différents intervenants. Et autrement, moi-même, je vous remercie d'avoir suivi la conférence avec attention. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.